Moi, Jean de Carmen, seigneur de Cessac, je relève ton défi. Gloire à toi, Jean de Carmen. Tu as vaincu. Que le sang était beau, et ta main, qui du pouce et du doigt essuyait une lame. Les armes au matin sont belles, et ton combat fut noble. Toujours des tours de l'église s'épanche le sanglot des cloches. Voici que des pillards tiennent la région. Leur centre est Arfon, et leur chef Arnaud est surnommé les Gorpes, le corbeau. C'est un très mauvais homme et cruel. Il ne fait compte de personne et se fait craindre si fort de ses gens que nul ne l'ose courroucer. Les régiments du duc de Montmorency ont attaqué au canon les forts d'Arfon. Les 80 brigands du Gorpe ont été égorgés. La contagion est en nos murs. Maître Éloi, chirurgien de Carcassonne, est venu à Cessac. Malgré ses soins, mon père est mort. Je continue ce récit, transmis de siècle en siècle. Je viens de recevoir le chaperon de premier consul de Cessac et ai reçu avertissement que Monseigneur le duc de Montmorency s'en vient avec toutes ses forces de la ville de Castres. Pour faire tête à l'ennemi, nous, consuls de Cessac, devons recouvrer soldats pour le capitaine Féline et faire fermer les portes de la ville et boutiques et cesser labourage tant que besoin sera. 6 mai 1591, le duc de Joyeuse, chef des ligueurs, s'est présenté ce matin devant Cessac avec 4000 Espagnols. La garnison royale a été passée au fil de l'épée. Marguerite de Carmen, dame de Cessac, qui était au château, s'est rendue à lui. Peu à peu, le calme revient, mais une escorte est toujours nécessaire pour traverser les forêts infestées de bandeliers et de croquants. Je viens de recevoir les lettres patentes de notre roi Henri IV. Nous, Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, érigeons la baronnie de Cessac en marquisat en faveur de noble dame Aldonse de Bernuy, de Carmen et de Foix, comtesse de Montmorency, marquise de Cessac. Et ceci reste à dire. Les saisons ont décimé les fruits de la terre. Des nourritures malsaines, jointes à une hygiène déplorable, ont fait un nouveau fléau, la peste. L'année 1631 fut une année de misère et de maladie. 1800 personnes vivaient ici, plus de 600 sont mortes. Écoute, ô nuit, dans les rues désertes et sous les arches solitaires, l'étrange battement de jours qu'ils n'auront pas vécu. Compagnons aux épaules de terre et aux mains de racines, au grand sommeil des herbes vous reposez. Ô mémoire, prends souci de tes roses de sel.
Et l'année suivante, le régiment du baron d'Ambre qui venait de participer au combat de Castelnaudary, où fut battu le duc de Montmorency, reçut par nous, consuls de Cessac, bien que notre village fût grandement incommodé et ruiné des foules précédentes. Les capitaines du régiment, n'ayant pu recevoir les sommes prétendues par eux, ont licencié leurs soldats qui commettent toutes sortes d'insolences et d'actes d'hostilité. Ils tuent, pillent, volent, violent, brûlent et gâtent tout, tant au village que dans les métairies et à la campagne. La chronique des vieux notaires s'achève sur une sombre vision du monde où ils vivent, sur ces hommes qui se battent, se blessent, se mutilent, pèsent comme le ciel bas d'un avenir bouché. On n'entend que pleurs, plaintes, sanglots et gémissements. On ne voit que combat, meurtre, sang et carnage. Il ne se parle que de dégâts, de pillages, de saccagements, de rançons. Enfin, c'est une si grande désolation qu'elle arrache les larmes aux yeux, car les hommes endurent ces trois fléaux de Dieu, la guerre, la famine et la peste. Puis ce furent des années de souffle d'est et d'ouest sur ces toits lestés de pierres noires, de beaux fragments d'histoire en dérive pour cette race établie sur les pentes, dans ce pays de grandes lignes calmes qui s'en vont à des bleuissements de vignes. Et c'est un goût de choses antérieures, dans le déroulement lointain des plus beaux textes de ce monde, que nous retrouvons l'histoire des seigneurs de ce château. En l'éclat d'un siècle à nul autre pareil, Louis de Guillem est alors marquis de Cessac. Mais c'est son frère cadet qui porte le nom de Cessac et ne l'honore certes pas. N'ayant aucun droit à l'héritage, il se fit d'abord abbé, puis obtint un régiment de cavalerie. La marquise de Sévigné et le duc de Saint-Simon nous content l'histoire de ce personnage peu commun. De Cessac est un homme de grande qualité et de beaucoup d'esprit, que démentent toutes les qualités de l'âme. Il y a présentement une nouvelle qui fait l'unique entretien de Paris. Le roi a commandé à M. de Cessac de se défaire de sa charge. Savez-vous pourquoi? Pour avoir triché au jeu et avoir gagné 500 000 écus avec des cartes ajustées. Le roi eut beaucoup de peine à se résoudre à déshonorer un homme de la qualité de Cessac. Mais comme depuis 2 mois tous ceux qui jouaient avec lui étaient ruinés, Sa Majesté a cru qu'il y allait de sa conscience à faire éclater cette friponnerie. Cessac savait si bien le jeu des autres que toujours il faisait son va-tout sur la dame de pique, parce que les piques étaient dans les autres jeux. Le roi perdait toujours à 31 de trèfle et disait « Le trèfle ne gagne point contre le pique dans ce pays-ci. » Cessac aurait dû, s'il avait été innocent, se mettre en prison et demander qu'on lui fît son procès. Mais il n'a pas pris ce chemin et a trouvé celui de Languedoc plus sûr. Au bout de quelques années, il obtint la permission d'aller en Angleterre. Il y joua plusieurs années et gagna extrêmement. À son retour, il eut la liberté de se tenir où il voudrait, hors de se présenter chez le roi. Il s'établit à Paris, où il tint grand jeu chez lui. Savez-vous bien que le marquis de Cessac est ici, et qu'il aura de l'emploi à la guerre, et qu'il verra bientôt le roi? C'est de la prédestination toute visible. Cessac était un homme très singulier, qui comptait le mépris et les avances pour rien, et qui avait encore la fantaisie de ne porter le deuil de personne. Il disait que cela l'attristait et n'était bon à rien, et le soutint ainsi de tous ses proches toute sa vie. Précisons que ce singulier personnage se trouva mêlé à l'affaire des poisons, où il voulut obtenir de la célèbre voisin des secrets pour se débarrasser élégamment de son frère aîné.
Le temps s'en va, revient, vire, les jours fuient, les mois, les ans. Le vent souffle de cerce, d'autant sur le château qui se déchire. Où êtes-vous, vieux Cessaguet? Toi, Dangeard, l'armurier. Guiraud, le boiselier. Rocoul, le consul. Les Ourliacs. Les Oustries. Les Bosques. Les Saïssettes. Glory, le vieux notaire. Les Fabre, le barbier. Les Carles. Les Calas. Paul, le voiturier. Les Cooks et les Maoux. Baïsette, le berger. Parère, le pareur. Tisser, tisserand. Salvetat, le brasier. Et toi, le vieux Durand. Albigès, l'hérétique. Et Farabos, curé. Les Pistres. Ramiel. Les Ouradous. Bastier. Escande, sabotier. Les Reilles, le forgeron. Soldano, chapelier. Cabrol, le bûcheron. Les Calvettes. Les Vialades. Et Pujol, le meunier. Les Martis. Les Morel. Et Maître Bénazé. Chavernac, Carillon et Salvi nous fait boire. C'est ainsi que jadis vous écriviez l'histoire. Regardez, il est là devant vous le vieux château. En vous détournant à peine, vous pouvez voir à travers tout un écroulement mycénien de blocs rompus, des murailles pendant à vide et soutenues par leur propre poids, des spirales d'escaliers qui tournent autour de leur axe absent, et tout à coup, débouchant sur une plateforme de mousse et de ronces, des substructions superposées et béantes, des arcatures à supporter le ciel, et, par un miraculeux hasard sur une cour intérieure encombrée de pierres roulantes, où triomphent l'épineux prunellier et des nappes de vignes sauvages, une fenêtre intacte, au rebord de laquelle court le plus allègre et le plus délicat fragment de corniche, et tel qu'on rêve s'y posant à cette belle gorge nue de Damoiselle Aude de Cessac. Paysage des anciens jours, gens de jadis et de naguère, le bonheur passait. Il a fui, mais dans les temps nouveaux renaissent les trouvères.